Je vous propose d'enchaîner avec la deuxième table ronde, dont l'objet est à présent de comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, à quel public s'adressent ces technologies immersives et pour quels usages. Et pour cela, j'invite l'ensemble des participants de cette seconde table ronde à venir s'installer sur l'estrade. On va commencer avec vous, Francis Rossignol, si vous le voulez bien, puisque vous êtes le premier sur la liste, alors on va faire comme ça. Vous assurez la direction de la roadmap Usine 4.0 au sein de Safran. Est-ce que vous avez recours aux technologies immersives en matière de formation ? En effet, alors déjà pour situer le contexte, Safran, c'est 85 000 personnes, c'est 225 usines dans le monde, donc très multiculturel. Donc déjà, le contexte aussi se caractérise par la mise en place d'une initiative. La transformation digitale, ça fait partie d'une des 3 valeurs fondamentale du groupe. Et pour ce faire, il y a un directeur du digital qui fait partie de l'excom du groupe, donc qui a insufflé une dynamique. Donc ça commence par ça, c'est-à-dire un cadre structuré qui diffuse dans toutes les sociétés du groupe. Donc la réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ça, ça en fait partie. Mais il y a bien d'autres choses. Et donc ça passe aussi par un travail de fond sur la culturation à grande échelle. Et puis beaucoup de travail de formation avec l'université Safran qui nous aide beaucoup dans ce sens. Alors pour rebondir sur cette notion d'acculturation, comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous vous y prenez dans la mesure où chez Safran, vous n'êtes pas des professionnels de la pédagogie, vous êtes professionnels d'autres choses. Comment est-ce que vous vous y prenez pour délivrer des formations qui soient des formations à grande échelle et précisément pour acculturer vos collaborateurs au digital ? Alors l'acculturation se fait de différentes façons. Alors effectivement, on a créé la Digital Academy au sein de Safran Université. On a fait appel à des professionnels pour créer des MOOC, des vidéos. On a nos propres supports qui valorisent les bons cas d'usage, parce qu'il faut montrer, il faut faire référence aux cas d'usage qui nous parlent, mais aussi on a utilisé des supports pour parler des différentes technologies qui existent déjà. On a formé beaucoup de monde, on a utilisé une structure qui se trouve en banlieue sud, le campus Fab à Bondoufle, dans lequel on montre des technologies en vraie grandeur. Donc là, on fait des formations, on fait venir nos personnels d'encadrement pour qu'ils découvrent. Pour beaucoup, c'est bienvenue en terrain connu. Donc c'est de la découverte. Et puis surtout, il y a la formation sur le tas, je dirais, au fur et à mesure qu'on déroule les projets. Donc ça contribue largement à l'acculturation et à la montée en puissance, la capitalisation sur les savoir-faire. Parce qu'effectivement, il y a cette Digital Academy que vous avez mis en place pour impulser cette dynamique très forte, pour mettre à niveau des équipes dont j'imagine qu'elles ont un niveau de maturité différent sur ces sujets digitaux. Est-ce que vous vous appuyez précisément sur l'expérience des uns et des autres ? Vous parlez d'apprendre sur le tas pour communiquer leur savoir-faire ? Oui, complètement. Safran, c'est issu de rapprochement de plusieurs sociétés avec des histoires bien différentes. Le groupe Stecma, Zodiac, donc toutes avec des cultures très différentes. Le niveau de maturité n'est pas le même, effectivement. Les activités sont assez différentes entre les sites. Donc ça, c'est le point de départ. Il y a des sociétés qui sont plus en avance que d'autres. Donc en fait, on essaie de mettre en lumière les pilotes, ceux qui font les choses bien. Ils partagent avec les autres. On a toute une animation. Donc il y a une équipe centrale qui est en place, avec des leaders par sujet, qui essaie de partager toutes les bonnes pratiques. Alors, comment dire, sur le site, vous avez pour la formation des opérateurs de terrain recours à des professionnels et vous l'avez dit, à la réalité augmentée. On a parlé tout à l'heure de réalité virtuelle, mais pas encore de réalité augmentée. Alors, en quoi consistent ces deux technologies ? Puis, c'est intéressant de savoir si vous avez ou pas été confronté à des échecs dans l'usage de ces technologies immersives. Et si oui, comment est-ce que vous avez rectifié le tir ? Alors, je vais dire, la réalité virtuelle, on l'utilise beaucoup pour faire de la simulation, de l'implantation de nouveaux sites, etc., entre sites. Ça sert aussi à de la formation. On commence à avoir dans nos ateliers un petit espace dédié à la formation. Avec la personne, on la met sur une nouvelle ligne d'assemblage, etc. On lui fait en virtuel tester les nouvelles méthodes, les nouvelles gammes d'opératoires, et après il passe en atelier, et là la réalité augmentée, elle sert à la fois de formation sur le tas, mais aussi d'assistance cognitive à la personne. Donc un débutant, il suit
le procédé de manière guidée, l'usage du 3D, nos produits on a fait des choses qui volent en 3 dimensions, donc les produits sont en 3 dimensions, hein, je dirais. Donc on a besoin, les modes opératoires sont souvent très divers suivant les produits. On ne fait pas de la grande série comme dans l'automobile, donc chaque produit est particulier, surtout en réparation, il n'y a pas 2 produits qui se ressemblent. Donc ça nécessite une assistance cognitive, l'instruction papier n'est plus suffisante, on fait de la continuité numérique. Hein, donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle servent à s'assurer que l'opérateur au poste de travail, il ne se pose pas trop de questions, il monte en compétences, on gère aussi notre turnover, hein, on est certain qu'il met en exécution la bonne gamme opératoire, les bonnes instructions en ligne avec la configuration du produit sur lequel on travaille, parce qu'à la clé, il y a la garantie de la qualité et de la sécurité. En quoi les leçons que vous avez apprises en déployant ces technologies pourraient finalement être utilisées pour le déploiement de génie dans le cas de l'ENSAM, au sens où il va certainement falloir accompagner les campus régionaux, certainement falloir également éviter les doublons, et tout en laissant une espèce de liberté finalement aux différents campus? Oui. Alors j'ai oublié une réponse à la première, on a fait des erreurs aussi. Oui. On a fait beaucoup de démonstrateurs, des fois c'est resté sans suite. Hein. Mais on a appris des choses, dans tous les cas. On apprend toujours de ces erreurs. Ouais. Alors comment... je compare avec un contexte de l'ENSAM, une école que je connais bien puisque j'en sors. On a une problématique un peu similaire dans le sens où à l'ENSAM il y a une sensibilité régionale. Hein, donc il faut développer quelque chose en centrale. On a des populations, j'imagine, d'enseignants. Pas une question d'âge. Hein, vous voyez, moi j'ai 64 ans. Hein, voilà, je suis dans les nouvelles technologies. Hein, c'est pas une question d'âge, hein, mais une question d'intérêt. De capacité à se remettre en question, etc. Donc on a affaire à des populations qui ne partent pas du même niveau, qui n'ont pas la même volonté. Donc il y a 2 conditions de réussite. D'abord, impulser une vision, un cadre méthodologique en centrale pour que tout le monde ne parte pas dans des directions complètement diverses. On essaie d'avoir des standards pour pas dupliquer les efforts. Et après... en fonction du niveau de maturité de chaque site, des populations et leur point de départ, eh bien, on adapte à l'accompagnement. Donc c'est d'abord leur faire prendre conscience que c'est possible, il y a des solutions qui marchent, il faut leur montrer des exemples. Donc les bons élèves montrent à ceux qui ont un peu moins envie. Et puis avec le temps, le bouche à oreille fonctionne, on documente, on utilise beaucoup la vidéo, on communique beaucoup. Et c'est ça qui fait la réussite finalement. Donner envie. Crédibiliser l'usage, par exemple, de la réalité augmentée, qui peut être perçu comme un gadget. Et en réalité, quand on a des bons cas d'usage, avec des retours sur investissement, des cas réussis, ça donne envie de s'investir. Et les plus récalcitrants au départ, ils s'y mettent comme les autres. On va s'arrêter en ce qui vous concerne sur cette notion de donner envie. C'est une bonne clôture. Et je vais me tourner à présent vers Javier Possel. Je vous voyais acquiescer, Javier, quand Francis parlait à l'instant d'impulser une vision. Vous êtes référent de la simulation immersive chez Renault et responsable du XR InnovLab du département de l'ingénierie. Vous êtes responsable d'une entité tiers sur la veille technologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour, encore merci pour l'invitation. Donc, je suis responsable du XR InnovLab. En fait, l'XR InnovLab est né du besoin de centraliser au département de l'ingénierie tous les petits systèmes qui se trouvaient un peu partout au technocentre, la réalité virtuelle au casque, la réalité virtuelle type cave. Donc, on avait des mini-caves aussi de tests et d'intégration. Et on utilisait aussi la réalité augmentée pour certains cas d'usage. Et donc, on avait besoin, en fait, pour ce qu'on appelle un parcours client, de dire on se retrouve dans un lieu unique et montrer à un client, quand il vient avec un besoin, des fois, les clients ils viennent avec dire j'ai besoin de la réalité virtuelle, mais finalement, c'est un autre type de technologie ou de plateforme de visualisation auquel il a besoin. Et donc, on lui montre la différence. On le sensibilise et puis l'XR Lab prépare en fait les premières POC qui vont permettre en fait de voir les capacités de la technologie pour répondre à ses besoins. Et une fois que le POC est validé, après on fait une sorte d'homologation. Les technos qu'on a utilisés, donc ils doivent être intégrés dans le circuit écosystème de Renault pour qu'ils fonctionnent d'une manière autonome avec la bonne formation qui va avec.
Donc là, on est en fonctionnement depuis un an et puis on a des très très bons résultats. Alors, vous travaillez sur différentes dimensions, l'innovation, l'intégration des nouveaux outils et l'accompagnement de l'ingénierie à la transformation digitale, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est un grand défi parce qu'en fait, je dois lutter sur des fausses bonnes idées. La première fausse bonne idée, c'est plug and play. Il y a beaucoup de directeurs qui viennent dire oui, mais attends, j'ai vu ça là, les jeux de vidéo de mes enfants, ça marche des tonnerres, mais pourquoi nous, on n'est pas capable de faire la même chose? On est dans l'ingénierie, c'est pas juste mettre un casque, je suis au millimètre, donc il faut l'expérience, il faut qu'elle soit au millimètre. Après, l'autre fausse bonne idée, ça ne coûte rien, parce que le numérique, c'est de l'immatériel. Et donc l'immatériel, en fait, on a parlé de la continuité de la maquette numérique, donc nous on travaille là-dedans. C'est un travail assez laborieux parce que le design n'a pas le même support de construction et puis les autres, il doit s'accrocher en fait par la suite. Et donc, le système que nous, on doit mettre en place doit répondre à tout ça avec la continuité numérique qui va derrière. Mais alors justement, ça se concrétise comment chez Renault, les technologies immersives? Est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Est-ce que ce sont des serious games? Alors, il y a plusieurs niveaux. Autant dans l'ingénierie, la réalité virtuelle, elle sert à la validation du projet. Ça, c'est la première chose. Donc, on doit avoir un groupe d'exploitants pour en fait préparer tout le matériel, intégrer la maquette numérique dans le système de visualisation pour faire la validation. Dans d'autres systèmes, par exemple au design, c'est plutôt la conception, mais la conception libre. Donc, ils ne sont pas au millimètre, mais ils vont faire des jolies choses. Donc, ils ont besoin de supports plutôt qualitatifs. Il y a une ingénierie plutôt numérique précis. Et on commence à voir des choses sur la formation, c'est à partir du manufacturing. Donc, il y a une partie du manufacturing qui est la conception et l'autre, c'est la formation. Donc, on a vu quelques cas, la robotique ou bien faire des opérations. Et après, il y a la réalité virtuelle qui arrive dans les usines. Et là, on descend un cran. En fait, ce n'est pas descendre, mais là, on a vraiment besoin de faire la formation. Et il y a eu des discussions à quel niveau on va former. Et c'est encore aujourd'hui des questions, parce que c'est un matériel qui est sophistiqué, qui n'est pas simple à appréhender rapidement, surtout que la population à laquelle nous allons mettre en main ces dispositifs, ils ne sont pas forcément au même niveau culturel que nous, parce que bon, dans les usines, c'est plutôt des techniciens, des ouvriers, qui n'ont pas en fait eu accès à des systèmes de simulation ou des jolis smartphones, etc. Donc en fait, il y a énormément de différences culturelles et d'accessibilité dans tout le long du process de la conception du véhicule. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de la formation. Donc il y a à la fois ces technologies immersives pour faire de la formation sur les chaînes de production notamment, mais si j'ai bien compris, ça s'adresse à un public bien plus large parce que l'objectif, c'est aussi d'orienter les clients vers les modèles les plus adaptés à leurs besoins, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, alors, il y a encore des questions. Il y a actuellement des chantiers, on peut dire, comment amener l'immersif jusqu'au niveau des clients. On parle aujourd'hui beaucoup de métaverse. Alors, comment on traduit le métaverse, comment on traduit ces parties-là et avoir de la valeur, comment on va créer de la valeur au niveau déjà, au niveau du client. Et donc, il y a toute une réflexion et des différents chantiers qui se construisent autour de ça. Et comme j'avais parlé tout à l'heure aussi, c'est que comment on va déployer ces technologies, parce que quand même, elles restent quand même d'une certaine manière spécialisées. On peut imaginer, oui, un casque d'immersion ou 2, 3 dans chaque garage Renault. Mais il faut savoir qu'un garage Renault, c'est lui qui achète son propre matériel. Donc, nous-mêmes, on doit montrer qu'il y a un retour d'investissement, même pour le garage, pour que lui, il dise « Ok, j'adopte cette technologie, je vais vendre mieux mes voitures, mais il faut que c'est moi qui les finance. »
C'est quoi, pour terminer, aujourd'hui, vos problématiques, vos défis? Alors, mes défis, en fait, comme tu avais dit, c'est déjà montrer que les fausses bonnes idées, il y a vraiment, au-dessus de l'iceberg, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en ordre de l'infrastructure. Il y a la standardisation qui nous semble assez difficile aujourd'hui. C'est pas tant qu'on prend du matériel standard, c'est des standards qui peuvent être intégrés à l'intérieur de l'entreprise. Je vois des casques sans fil, mais un casque sans fil a besoin d'un réseau, mais d'un réseau qui n'est pas public, qui est privé et qui est sécurisé. Voilà, ça c'est le grand défi plutôt technologique. Et on parlait aussi des gens qui adoptent ou pas la réalité virtuelle. C'est parce on a identifié aussi des personnes dont mettre un casque d'immersion, pour certains, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Et physiquement, en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à accommoder devant un casque. Et puis, bon, voilà. Donc, nous, on étudie la façon comment intégrer toutes ces personnes pour que tout le monde puisse avoir le même niveau de service. Et on en revient effectivement à cette question de l'inclusivité. Alors, lors de nos échanges préalables, vous m'expliquiez que vous aviez chez Renault une approche assez décentrée, que chez Stellantis, ils sont plus centralisés sur les technologies immersives. Alors, c'est ce qu'on va vérifier avec vous, David Defianas. Vous êtes expert en technologie immersive pour Stellantis. Alors, Stellantis, je le rappelle, c'est le constructeur automobile qui est né de la fusion en janvier 2021 du groupe PSA Peugeot Citroën et du groupe Fiat Chrysler. Et c'est un groupe qui coordonne la production de 14 marques automobiles à travers le monde. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes plus spécifiquement en charge de la définition de la politique technique. Autrement dit, vous déterminez quel type de technologies vont être utilisées et pour faire quoi. Alors, pour quel type d'apprentissage est-ce que vous avez recours à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée, et quand est-ce qu'on utilise plutôt l'un ou plutôt l'autre? Alors, déjà, la différence majeure entre réalité virtuelle et réalité augmentée, à mon sens, c'est que la réalité virtuelle va un petit peu couper l'utilisateur du reste du monde autour de lui, et notamment en termes de rapports humains. Donc, dans un cadre d'apprentissage, ça a quand même une importance. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait avec son professeur ou son apprenant. La réalité augmentée, à l'inverse, permet de recréer ce lien, et donc un rapport pédagogique qui peut se créer plus facilement. Donc, dès qu'on parle de formation, on va utiliser la réalité virtuelle en formation pour des notions d'apprentissage personnel. Par exemple, au début de la journée, nos opérateurs vont réaliser des gestes d'échauffement, ce genre de choses. Et donc, quand on a des nouveaux qui arrivent sur la ligne, on leur donne un casque de réalité virtuelle pour apprendre par eux-mêmes ces échauffements-là. Donc ça, on n'a pas besoin d'un professeur, etc. Ça marche très bien. Par contre, dès qu'on arrive à du geste technique, donc le geste de montage, par exemple, de la voiture, on a plus besoin de réalité augmentée pour pouvoir déjà s'immerger dans le monde réel, puisqu'on va monter des vraies voitures, on ne va pas juste monter des maquettes numériques. Et puis, pour que l'apprenant dans l'école de l'usine puisse aller voir chacun et pendant sa phase d'apprentissage lui donner un conseil ou le critiquer voilà. Et donc c'est vraiment dans ce cas-là qu'on utilise la réalité augmentée quand on parle de gestes techniques ou quand le besoin d'échange entre l'apprenant et le professeur sont les plus importants. Et alors, qu'est-ce que vous y gagnez par rapport à des formations dites classiques en utilisant soit la réalité virtuelle, soit la réalité augmentée ? Alors, le premier bénéfice majeur d'un point de vue qualitatif, c'est qu'on apprend en faisant. Et puis, comme on apprend en faisant un petit peu dans du virtuel, déjà, on économise de l'énergie, on économise de la matière, de la place potentiellement. Mais surtout les deux grands bénéfices, c'est qu'on s'aperçoit qu'on gagne 30% du temps d'apprentissage pour arriver à 30% d'autonomie en plus. Parce que ça, c'est absolument majeur. C'est intéressant parce que ce sont des technologies qui coûtent cher en matière d'équipement, mais si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, finalement, il y a malgré tout un retour sur investissement de par le temps gagné. Très, très clairement. Alors, d'autant plus que quand on forme des gens, on ne forme pas 3 personnes.
On a des armées d'opérateurs, des fois même avec beaucoup de turnover parce qu'on utilise des intérimaires sur les chaînes. Et du coup, on a tout le temps de la formation à faire. Donc ça fait beaucoup de gens. Et ben, quand on gagne 30% de temps de formation pour avoir 30% d'autonomie en plus sur beaucoup de gens, ben, le ROI, il est là, oui. Alors là, vous nous expliquez finalement l'intérêt de ces technologies immersives pour les opérateurs. Est-ce que ces technologies, elles ont du sens également pour d'autres publics ? Alors oui, parce que en amont de l'opérateur, il y a, comme expliquait Ravière, il y a des gens qui conçoivent la gamme de montage. Et ces gens-là, il est très important pour concevoir une gamme un tout petit peu efficace de se mettre un petit peu dans la peau de la personne qui va réaliser la gamme. Alors c'est pas une action de formation, je vous l'accorde, n'empêche que ça bénéficie quand même à la formation parce que quand la gamme est bien faite, c'est plus facile de former quelqu'un après dessus. Ça c'est le premier point. Dans ce cas-là, on utilise surtout la réalité virtuelle parce que évidemment à ce moment-là, on n'est pas dans l'usine réelle, on n'a pas la vraie voiture, on n'a rien de physique. Donc là, on n'a pas trop le choix, il n'y a que la réalité virtuelle qui permet de le faire. Ensuite, on pense déjà à d'autres utilisations possibles. Vous savez que l'automobile, de façon générale, avec l'électrification, avec l'apparition de fonctionnalités de type ADAS ou véhicule autonome, devient de plus en plus complexe. Et quand je dis plus en plus complexe, c'est aussi en termes d'utilisation pour les futurs clients. Et pour vendre des voitures qui sont de plus en plus complexes, ça a quand même un sens d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne à nos futurs clients. Et typiquement, nos vendeurs, qui sont d'ailleurs pas des vendeurs tous Stellantis, hein, comme expliquait Xavier, ce sont des gens qui sont des concessionnaires, etc. Ils n'ont pas la formation sur la réalité virtuelle, ils n'ont pas la formation sur la technique automobile. Et ben, c'est un moyen de leur permettre de faire passer des messages technologiques qui peuvent attirer le client, ou tout du moins, donc pour une certaine partie, éviter la peur de trop de technologie dans une voiture, parce que certaines personnes peuvent avoir cette peur. Alors c'est intéressant, il y a donc cette pédagogie auprès des clients pour montrer comment fonctionnent les véhicules, auprès des stylistes qui ne connaissent pas forcément l'aérodynamique. Ça peut être intéressant de leur montrer, je sais pas, comment se propage l'air, j'en sais rien, en réalité virtuelle aussi. Vous avez raison, la réalité virtuelle permet, du fait qu'on est immergé et qu'on voit presque comme dans la réalité, permet à des gens qui ne sont pas familiers d'une science ou d'une technique de se l'approprier visuellement. Et typiquement, les aérodynamiciens qui travaillent beaucoup à faire des voitures les plus fines possibles, qui traversent l'air le mieux possible pour baisser la consommation, c'est un peu les ennemis des stylistes qui aiment bien faire des choses jolies, etc., et qui vont souvent, malheureusement, à l'encontre de l'aérodynamique. Et du coup, les stylistes, ils comprennent rien quand on leur parle de SCX, de ce genre de choses. C'est pas leur métier, c'est pas un reproche, c'est comme ça. En revanche, quand on leur montre comment l'air se comporte à l'issue de la voiture, ça commence à déjà être plus accessible pour eux. Et typiquement, la réalité virtuelle leur permet ça parce que ça nous évite d'aller dans des souffleries tous les 4 matins pour leur montrer ça. Peut-être pour les commerciaux aussi, qui sont amenés à vendre les modèles ? Oui, alors les commerciaux, j'en parlais tout à l'heure. Alors, il y a les gens du marketing en amont des projets véhicules. Voir un projet véhicule avant qu'il n'existe, c'est déjà très intéressant pour eux. Et donc, on est capable de le montrer de façon extrêmement réaliste, quasiment 3 ans avant que le véhicule ne soit dans les concessions à la vente. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les commerciaux qui sont en relation directe ensuite avec les clients, effectivement, ça peut les intéresser aussi. Et alors, une dernière question. Ravière évoquait à l'instant les difficultés de certains publics pour utiliser ces technologies. Chez certains, ça peut générer des maux de tête, un inconfort. Vous, comment est-ce que vous adressez ce sujet-là ? Bon, je dirais que vous évoquiez tout à l'heure le problème d'accommodation. Alors, je dirais qu'on n'est pas médecin et malheureusement, je pense qu'on n'est pas capable de traiter ça à notre niveau. En revanche, concevoir des expériences immersives qui font pas peur, qui font pas mal à la tête, etc., ça, c'est déjà plus faisable. Et concernant l'acceptation par les gens qui vont utiliser ça, moi, j'ai remarqué un truc qui m'a extrêmement surpris. La réalité augmentée dans nos usines, ça marche mieux, c'est mieux accepté que parmi nos ingénieurs.
Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Mon avis est que les gens dans les usines sont des gens extrêmement pragmatiques. S'ils voient un bénéfice, que ça marche, et qu'on leur a fait un truc pas trop dur à utiliser, eh ben ils le font. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vais me tourner vers vous, Alain Goudet. Alors, vous n'êtes pas spécialement dans l'univers de l'automobile, enfin, en tout cas, pas de façon directe, puisque vous êtes directeur général adjoint du numérique au sein de Neoma Business School. Sur ce sujet des technologies immersives, au sein de votre établissement, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Alors, bonjour à tous. Au niveau de Neoma, en fait, on est effectivement une école de management qui est présente sur 3 campus, Reims, Rouen et Paris. Et on est sur une démarche en fait d'innovation qui est au cœur de notre stratégie. Je précise ça parce que du coup, le sujet des technologies immersives ou encore plus récemment le sujet des intelligences artificielles génératives sont des sujets qu'on traite sur un temps assez long en fait, au-delà des effets de mode qu'il peut y avoir autour du métavers ou des technologies de réalité virtuelle. D'ailleurs, petite anecdote, il m'avait fait promettre de ne pas le dire, mais l'image du colloque, on l'a générée à travers une IA générative. On était en rendez-vous en train de préparer cette journée. Il m'avait dit, on n'a pas d'illustration. Bon, voilà, en 30 secondes, on a pu avoir une illustration. Faites le feedback à Véronique et Sébastien si vous aimez bien l'illustration. Bon, ceci étant mis à part, au niveau des technologies immersives, donc l'histoire a commencé en gros en 2015 à Neoma Business School, puisqu'on a créé, en tant qu'école de management, une première étude de cas utilisant la technologie de réalité virtuelle. On voit bien à travers les exemples qui ont été montrés, c'est hyper naturel quand on est sur des produits industriels, sur des produits techniques, quand on est sur des éléments d'apprendre à se servir d'une machine, d'un outil ou de quelque chose. Ça l'est beaucoup moins quand on est sur de l'enseignement en fait en management, donc sur nos différentes disciplines que peuvent être le marketing, les ressources humaines, la communication, la logistique, etc. Du coup, on a lancé cette première étude de cas donc, en 2016. On avait fait ça un peu comme d'habitude, c'est-à-dire en mode test and learn, on essaye d'avoir assez rapidement quelque chose qui fonctionne. Et en fait, on a été surpris du retentissement que ça a eu, puisqu'on a été une des premières écoles de commerce au monde à utiliser ce type de technologie dans ses enseignements. Chemin faisant, du coup, on s'est transformé en producteur d'études de cas en réalité virtuelle. Donc ça, pareil, c'est pour ça que j'expliquais que ce sujet d'innovation et cette place que ça a dans notre stratégie, c'est que c'est faisable que si c'est un sujet d'établissement. On a eu au tout début une explication en tant que membre du COMEX, donc comité exécutif, on peut du coup avoir finalement des prises de décision plus rapides. C'est juste extrêmement important cette dimension-là. C'est-à-dire que le déploiement et l'usage des technologies immersives ne peut faire sens que si c'est un projet d'organisation, que l'organisation en a compris les intérêts, les inconvénients, les avantages, les limites, et que finalement, on a des décideurs qui sont éclairés sur le sujet des technologies. Et ça tombe bien, c'est notre rôle en tant qu'établissement de formation. Donc c'est pour ça qu'on déploie ces cas. On en a aujourd'hui un en marketing, un en logistique, et 2 sur le design d'espace, et avec des grandes entreprises comme l'enseigne Leclerc ou comme Enedis. Vous parliez tout à l'heure du métavers, donc il y a ce versant métavers, le versant réalité virtuelle, et vous êtes allé très loin dans votre logique, puisque vous avez ouvert en septembre 2020 un 4e campus sous la forme d'un campus virtuel. Alors, racontez-nous. Oui, alors effectivement, on parle de beaucoup de choses tout au long de la journée, puisqu'on a eu des démonstrations d'usage de réalité virtuelle. On vient parler de réalité augmentée. Nous, on est allé sur la mise en place de ce qui s'appelle depuis 2021 le métavers, mais c'est en gros un campus virtuel persistant, c'est-à-dire un monde 3D dans lequel l'ensemble de notre communauté, c'est-à-dire 10 000 personnes, étudiants, profs et staff, peuvent accéder donc, à un campus qu'on a créé de manière complètement virtuelle et qui nous permet, et qui nous a permis évidemment pendant la période de pandémie, de réunir finalement nos staffs sous forme de réunions, nos profs sous forme de cours ou de conférences, nos étudiants y compris pour la vie associative. Et du coup, on s'est retrouvés comme ça, de fil en aiguille, à être, je crois, aujourd'hui une des plus grosses expériences de monde virtuel persistant, donc sous forme d'avatar, on évoquait les avatars sur la table ronde précédente, où finalement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 10 000 personnes peuvent accéder pour travailler ensemble, collaborer, présenter des projets. Encore faut-il que ces personnes soient toutes équipées ?
Alors oui, mais là, c'est pareil. Moi, mon sujet, c'est d'innover pour 10 000 personnes et pas pour 40. Donc en fait, que ça soit pour les cas de réalité virtuelle ou que ça soit pour ce sujet de campus virtuel ou de métavers, en fait, on fait des choix technologiques qui nous permettent de travailler avec plusieurs centaines ou milliers de personnes. Typiquement, pour les cas en VR, on a développé notre propre application qui est embarquée dans le téléphone mobile des apprenants. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la gestion de la flotte de casques, c'est un vrai problème. Ça fait 5 ans que j'entends parler de ce sujet. Oui, mais donc il y a la logistique, mais il y a l'obsolescence des casques. Aujourd'hui, on voit bien qu'on reste sur des technologies qui évoluent très très rapidement. Et donc la problématique qu'on rencontre, c'est comment on gère en fait et comment on suit cette courbe. Quand on s'appuie en fait sur les devices des personnes, les personnes suivent la courbe, puisque globalement, le taux de renouvellement d'un téléphone, c'est un peu ou prou tous les 2 ans. Donc finalement, le téléphone de mes apprenants aujourd'hui est déjà X fois plus puissant que ceux de 2016 à l'époque. Pareil sur le métavers, on a fait le choix d'une plateforme qui peut soit s'opérer en immersion avec un casque de réalité virtuelle, soit s'opérer à plat sur un ordinateur, même pas très puissant, parce que l'outil va s'adapter en fait à la puissance disponible. De la même façon que je demandais tout à l'heure à Francis Rancignol s'il avait été confronté à des échecs, de votre côté, quelles sont peut-être les plus grandes réussites dont vous êtes les plus fiers, et puis peut-être les endroits où vous vous êtes un peu cassé les dents sur ces sujets-là? Alors, en termes de réussite, il y a déjà plein de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas revenir dessus. Nous, on croit depuis longtemps à ce qu'on appelle la pédagogie expérientielle, c'est-à-dire finalement la mise en situation. Quel que soit l'objectif pédagogique, c'est extrêmement puissant. Et ce que nous permet la réalité virtuelle, c'est par exemple d'importer ce qui se passe dans un entrepôt d'un drive directement dans la salle de classe. Et donc du coup, on a en termes de pédagogie des cycles très courts qui s'installent entre théorie et pratique, puisque finalement, le prof va pouvoir outiller, donner la méthodologie, comment on observe, comment on analyse les flux logistiques, comment on fait le design de tout ça. Et il va pouvoir, dans l'instant d'après, en fait, envoyer toute sa classe en immersion, en situation très concrète, puisqu'on a fait le choix de travailler avec des entreprises réelles et les salariés et collaborateurs et collaboratrices de ces entreprises. Donc du coup, c'est extrêmement performant en termes de pédagogie, parce que typiquement, le programme Grande École de Neoma, c'est 1000 étudiants. On ne va pas emmener 1000 étudiants dans telle ou telle situation, c'est juste pas envisageable d'un point de vue logistique. Donc ça, c'est vraiment le gros point, je pense, en termes de valeur ajoutée. En termes de challenge ou de questionnement, je crois qu'un des vrais sujets, c'est la valeur en fait qu'a ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déployer ce type de technologie sans avoir cette notion de création de valeur qui a suffisamment d'impact. L'exemple que je donnais, on voit bien que même d'un point de vue environnemental, le truc, il est réglé. Entre déplacer 1000 personnes pour aller dans un truc qu'on ne peut juste pas faire d'un point de vue logistique, mais qui aurait en plus un coût environnemental extrêmement élevé, là, finalement, la création de valeur est assez naturelle. Et au-delà de ça, et un truc, moi c'est un message que je véhicule très régulièrement, il faut arrêter de croire que les digital natives sont des digital masters. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des jeunes générations qui utilisent tous les jours leur téléphone, qui utilisent tous les jours un tas d'écrans, que finalement ils arrivent dans le monde de l'entreprise ou avant dans l'enseignement supérieur, ou même on parlait collège-lycée, en étant nécessairement très à l'aise sur la manière dont fonctionnent ces outils-là et sur ce qu'on peut réellement faire avec, voire quels en sont les dangers et les gros questionnements qu'on doit avoir. Ça, il faut arrêter de croire ça. Il y a juste un enjeu absolument, je crois, majeur de développer une culture numérique dans notre pays, c'est-à-dire de former les élèves secondaires, donc collège, lycée, en université, en école, en entreprise, et les accompagnants de toutes ces personnes, c'est-à-dire y compris les profs. Et je crois que ça, c'est absolument majeur que d'avoir en tête, c'est un des gros challenges. Ça, c'est un des challenges. Au-delà de ce challenge, quelles sont les limites que vous avez pu observer avec la pratique et quels sont les garde-fous à mettre en place, notamment sur ces sujets de métaverse ? Alors, sur les sujets de métavers, donc de campus virtuel persistant, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement l'histoire de l'avatar. On l'évoquait, quelle forme doit avoir mon avatar. Bon, nous, on a fait le choix, en fait, d'être sur une plateforme qui ne permet pas à nos étudiants d'être représentés sous forme de dinosaures, d'elfes ou de chevaliers. Concrètement, ils sont représentés de manière assez classique et traditionnelle parce qu'on est sur cette orientation très professionnalisante du contexte. C'est pas anodin en fait comme choix parce que du coup
C'est vrai qu'on les projette dans un environnement, et dès qu'on parle de réalité virtuelle ou de métavers, on a ce qu'on appelle l'effet Proteus. Et ça, nous, on s'en sert d'un point de vue positif au niveau pédagogique. Par exemple, quand on fait une simulation entrepreneur-investisseur, où certains de nos étudiants jouent le rôle d'entrepreneurs et les autres d'investisseurs, finalement, on va habiller les entrepreneurs comme des entrepreneurs, les investisseurs plutôt costume-cravate. On va projeter tout ce petit monde-là dans un environnement qu'on aura designé comme étant une banque d'investissement, ou en tout cas un lieu d'affaires et de négociation. Et pour le coup, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, le jeu de rôle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant, et ça va embarquer en fait beaucoup plus les étudiants. Donc en fait, c'est extrêmement puissant. Et c'est important d'être vigilant à ces détails-là, parce que la contrepartie, c'est qu'on a aussi eu des étudiants qui se sont dit génial, je suis sous forme d'avatar, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Sous-entendu, alors ce que je veux, si on l'analyse de prime abord, on va se dire oui, non mais moi j'ai eu des étudiants qui sont montés sur l'estrade pour faire cours à côté de moi. Ça se produit jamais quand je suis en amphi, en vrai. En revanche, là, parce qu'ils étaient sous forme d'avatar, ils sont venus, bien qu'ils ne soient pas anonymes. C'est là où c'est assez intéressant. Et on peut se dire, ils vont faire n'importe quoi. Et c'était intéressant parce que du coup, on a creusé cette notion-là, et en fait, pas du tout. Ils copient-collent les codes du jeu vidéo. C'est tout. Eux, en fait, on les met en situation, effectivement, on va chercher à capter leur attention. Ça marche très bien, du coup, mais ils importent en fait l'intégralité des codes qu'ils ont avec eux habituellement dans ce type d'univers. Et donc typiquement, c'est vrai que ça, très tôt, on l'avait identifié, et du coup, on a mis en place un règlement de fonctionnement de notre campus qu'on a inséré en fait dans le règlement intérieur de l'école. Donc je crois qu'on est une des premières écoles aussi à avoir établi un certain nombre de règles, de comportements à avoir dans un monde virtuel persistant. C'est intéressant parce que c'est souvent décrit comme une forme de Far West numérique, ces métaverses, donc c'est un retour d'expérience intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive avec vous, professeur Guillaume Carteau. Vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier au sein du CHU Henri Mondor à Créteil, et votre domaine à vous, c'est la réanimation. Vous avez été choisi pour coordonner des technologies innovantes. Alors, si j'ai bien compris, le contexte, c'est celui d'une population d'étudiants qui est une population grandissante, avec des ressources qui, au contraire, ont plutôt tendance à s'étioler sur un plan budgétaire, mais aussi à s'étioler en termes d'effectifs. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, d'une part, de revenir sur ce contexte, et puis de nous expliquer, face à cette réalité-là, quelles sont les solutions que vous avez imaginées. Merci beaucoup. Alors, en quelques secondes aussi pour remercier beaucoup le comité d'organisation, Sébastien, Véronique, pour l'invitation. Je suis très heureux de participer. Je trouve ces tables rondes vraiment passionnantes. Donc, la toile de fond, effectivement, je suis PEPH en réanimation médicale au CHU Henri Mondor et donc à l'Université Paris-Est-Créteil. La toile de fond de l'enseignement en médecine au sens large, que ce soit l'enseignement en formation initiale, l'enseignement post-universitaire, en formation continue, l'acquisition d'expertise, etc. C'est la nécessité, mais comme dans beaucoup de domaines, d'acquérir à la fois beaucoup de connaissances et puis aussi des compétences. Et dans ces compétences, il y a à la fois des compétences techniques et des compétences dites non techniques, c'est-à-dire communicationnelles, comment on communique avec un patient et puis comment on communique entre professionnels de santé, par exemple dans une situation d'urgence ou pas. Et pour transmettre à la fois tout ça, c'est compliqué. L'ancien modèle, c'était les cours magistraux et puis des étudiants qui allaient dans des stages hospitaliers et puis qui apprenaient sur le tas au lit du malade et qui apprenaient sur les patients. Et c'est développé beaucoup ces dernières années, ce qu'on appelle la simulation en santé, où là, c'est pas du tout virtuel, mais c'est avec des simulateurs physiques. Et dans des environnements de simulation, on peut reproduire, soit en utilisant des simulateurs dits procéduraux, l'apprentissage de gestes très techniques. Par exemple, dans les instituts de formation en soins infirmiers, toutes les infirmières maintenant apprennent à perfuser sur des bras de perfusion qui reproduisent un bras humain avec des veines, et puis elles apprennent à perfuser dessus plutôt que d'apprendre directement sur des patients. Soit des simulateurs qu'on appelle des simulateurs haute fidélité, qu'on peut positionner dans des chambres simulées où on peut reconstituer des réels scénarios cliniques qui permettent là, vraiment, de transmettre avec énormément d'efficacité, ça a été extrêmement évalué, à la fois des compétences techniques, mais surtout des compétences non techniques, comment on se comporte justement dans une situation donnée. Mais quand on dit ça, on comprend bien, donc ça c'est le besoin, et puis c'est l'efficacité de cette technique, mais on comprend bien les problématiques intrinsèques, c'est-à-dire que et les contraintes qui sont quasiment impossibles à lever si on reste sur ce modèle-là.
il y a une expansion très importante du nombre de personnes à former, que ce soit dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine paramédical, un éclatement géographique, etc. Et une séance de simulation pour enseigner quelques compétences, ça peut prendre une demi-journée, c'est une douzaine d'apprenants et 2 enseignants. Donc c'est complètement une équation qu'on ne peut pas résoudre comme ça, parce que le nombre d'enseignants ne progresse pas du tout, quasiment, alors que le nombre d'apprenants et le besoin en formation progresse énormément. Et plutôt que de s'arrêter à ces barrières, comme tout le monde, on conçoit généralement ces contraintes comme des opportunités pour changer un petit peu de modèle et innover. Et c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers de la simulation plutôt dématérialisée. Alors, on va pas encore beaucoup sur de la réalité virtuelle avec les casques pour l'instant en médecine. Il y en a qui le font, mais pourquoi ? Parce que ça reste assez difficile de simuler avec une bonne granularité, de manière assez performante, des situations cliniques. Mais on s'est orienté vers des modèles de simulation dématérialisée qui sont faites généralement au moyen de petites vidéos, soit tournées avec des caméras 360 degrés, soit avec des systèmes de captation multicaméra qui permettent, en visionnant, de changer d'angle de vue à l'envie d'une même scène, et qui reproduisent un environnement immersif comme si on était au lit d'un patient, mais en fait on est un enseignant, par exemple, au lit d'un simulateur ou dans un environnement simulé, et qui permet d'acquérir ses connaissances et ses compétences, à la fois techniques et non techniques, dans un environnement simulé virtuel. Qui réalise ces vidéos ? Parce que c'est quelque part relativement nouveau comme façon de procéder. Là aussi, j'imagine que c'est un budget pour la réalisation de ces contenus. Comment ça se passe ? Vous êtes réorganisé ? Oui, alors c'est une très bonne question, parce que la question des moyens est cruciale, et pour l'instant, les facultés de santé ne sont pas encore suffisamment équipées pour vraiment faire ce type d'enseignement à l'échelle un peu industrielle, c'est-à-dire vraiment massive, et ça fonctionne encore beaucoup sur appel à projet pour pouvoir financer au cas par cas. C'est encore au cas par cas. Vous nous parliez tout à l'heure des bras de perfusion. Vous vous êtes fait connaître pour un enseignement sur la ventilation artificielle qui a été mis en place juste avant la période Covid, mais vous avez eu le nez fin parce qu'évidemment ça a beaucoup servi par la suite. Et l'idée donc c'est de mettre en situation l'apprenant pour que les cours soient beaucoup plus axés sur la transmission de compétences. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots de ce projet-là ? Oui, alors effectivement, un peu le nez fin, mais donc le concept était de reprendre ce modèle pédagogique qui est en gros de numériser tout ce qui peut l'être à la fois en enseignement théorique mais aussi en enseignement pratique dans des vidéos immersives, et le combiner éventuellement, j'y reviendrai, à de l'enseignement présentiel, parce que quand on a tout un parcours numérique intégrant de la simulation dans un environnement immersif, on peut normaliser par le haut les connaissances et les compétences d'un groupe homogène du coup d'apprenants, et ça potentialise d'autant plus l'enseignement présentiel qu'on pourrait faire dans un curriculum complet. Et donc moi, je suis réanimateur médical, et je m'intéresse plus spécifiquement dans mes activités universitaires à la fois de recherche et d'enseignement à la défaillance respiratoire et à la ventilation artificielle. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très compliqué, c'est tout un champ de recherche encore, et encore beaucoup de choses à découvrir, la ventilation artificielle en réanimation. C'est plus simple au bloc opératoire quand on est sous anesthésie générale, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on a les poumons sains. Si l'anesthésiste règle le ventilateur un peu la louche, il ne se passera rien de très grave. En réanimation, ça peut impacter la survie d'un patient, la manière dont on règle le ventilateur. Donc les enjeux sont très importants et le besoin en formation est très, très important. Et bon, du coup, avant le Covid, comme c'est ma thématique, j'avais structuré alors c'était sous format de MOOC. Il y a 2 MOOC, un sur les fondamentaux et puis un MOOC niveau avancé, de curriculum complet d'enseignement de la ventilation artificielle avec des petites vidéos didactiques qui alternent soit des vidéos un peu classiques de e-learning, soit des vidéos justement tournées au lit d'un simulateur haute fidélité en ventilation artificielle qui peut simuler virtuellement tout type de situation en ventilation artificielle dans un environnement multicam interactif. Et donc c'est au total 150 vidéos qui intègrent aussi des petits jeux sérieux en toute humilité, où on place l'apprenant dans une situation et puis on lui offre différents choix diagnostiques puis thérapeutiques
où on a pré-simulé toutes les vidéos de simulation pour que, et ça c'est très intéressant, qu'il puisse, même s'il fait un mauvais choix, voir pourquoi il a fait un mauvais choix et en faire l'expérience. Cette dimension expérientielle nous semble très importante justement dans la simulation numérique. Et donc le Covid est passé par là et on a pu faire l'expérience du coup de retour extrêmement positif sur ce type de formation, puisque là maintenant en 3 ans et demi, sur ces 2 MOOC plus un autre de formation accélérée en période Covid, on a plus de 100 000 apprenants dans 145 pays. Et on a pu valider le modèle d'intégration de ce type d'enseignement, à la fois de massification de l'enseignement qui répond à beaucoup de contraintes qui ont été rappelées avant. Je pense qu'on a les mêmes problématiques. Et donc d'intégrer ce type d'enseignement à la fois distanciel, massif, mais qui permet d'acquérir des compétences. On l'a montré dans les publications. Et on l'a associé à des cursus plus spécifiques dans des groupes d'apprenants, dans des formations diplômantes, en le combinant à de l'enseignement présentiel, pour donner tout son sens à l'enseignement présentiel, où là, on ne fait que de l'enseignement très interactif, où on refait de la simulation présentielle, à la fois en France, et puis on a reproduit cet enseignement en Afrique francophone, à la fois en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Effectivement, c'est un enseignement qui a été couronné de succès, puisque, comme vous venez de le dire, il a été repris dans de nombreux pays. Alors, on a peut-être l'occasion d'y revenir dans la session questions-réponses, mais comme le temps tourne, je vais me tourner vers Domitille Lourdeau pour terminer cette table ronde. Vous êtes, quant à vous, Domitille, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne. Plus précisément, sur quel type d'application est-ce que vous travaillez ? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je travaille sur des techniques d'intelligence artificielle pour la scénarisation d'environnements virtuels pour l'entraînement, c'est-à-dire comment générer automatiquement et dynamiquement des situations d'apprentissage. Et je m'intéresse en particulier à tout ce qui va être entraînement à la gestion de situations critiques ou de situations de crise. Et des exemples de formations sur lesquelles on a travaillé qui seront peut-être... qui ne sont pas encore utilisées, mais qui seraient peut-être des formations de demain. Ça va être la formation de médecins, militaires et pompiers à la gestion d'afflux massifs de blessés. J'ai également travaillé sur la formation au commandement aérien d'opérations militaires OTAN. Et plus récemment, pour la formation des forces de l'ordre à la maîtrise de soi. Alors, même question que celle posée tout à l'heure par rapport à des formations dites classiques. Qu'est-ce que vous apportez ou qu'est-ce que vous allez apporter, parce que j'ai cru comprendre qu'elles n'avaient pas encore tout à fait vu le jour, qu'est-ce que vous allez apporter de plus avec ces formations basées sur des technologies immersives ? Alors déjà, ça a été dit ce matin, en fait, que l'idée dans ces scénarios de réalité virtuelle, ça va être par exemple d'offrir une grande variété de situations, de voir quels sont tous les possibles. Et en fait, quand on est sur ces situations assez complexes, en fait, c'est juste impossible de tout scénariser à la main. Je vais prendre des exemples. Donc, par exemple, sur les médecins militaires, on va peut-être avoir 5 blessés pour 3 soignants, puis 10 blessés pour 4 soignants, avec toutes sortes de types de blessures. Et puis, si par exemple, on ajoute des coéquipiers virtuels qui vont avoir des caractéristiques différentes, alors peut-être il y en a qui vont être stressés, d'autres pas stressés, des qui sont proactifs, d'autres qui sont passifs, des qui sont médecins, d'autres infirmiers, aides-soignants, ils sont communicants, non communicants. Et donc à chaque fois, si par exemple on écrivait les scénarios, il faudrait écrire des grands arbres de décision avec tous les cas possibles. Et à chaque fois qu'on rajoute des caractéristiques, on doit rajouter des cas et des cas et des cas. Donc on arrive vite à des explosions combinatoires. Donc l'idée, c'est en effet, alors dans le jeu vidéo, c'est possible, parce qu'ils vont mettre 400 développeurs pendant 5 ans. Mais alors, on n'est pas du tout dans les mêmes réalités économiques, à moins que l'ANR nous... voilà. Mais donc, l'idée, c'est de fournir des techniques d'intelligence artificielle avec de la génération automatique, donc avec des techniques de planification, d'apprentissage, etc., pour aller créer ces scénarios à la volée
sans avoir à décrire tout à l'avance. Parce qu'effectivement, on imagine que dans beaucoup de cas dans l'industrie, quand il y a un problème, il y a un process, un problème avec un hélicoptère, process, qu'est-ce qu'on fait? Là, effectivement, la singularité de la gestion de crise, c'est que la prise de décision peut varier en fonction du scénario et on ne peut pas écrire ces scénarios à l'infini. Donc ça, effectivement, c'est peut-être une des limites. Est-ce qu'il y en a d'autres des limites que vous percevez? Alors, déjà aussi, je pense que pour ces formations, enfin l'entraînement en tous les cas, il faut pouvoir personnaliser les situations d'apprentissage. Et là, c'est quelque chose d'assez difficile aussi parce qu'il va falloir profiler l'apprenant, savoir ce qu'il maîtrise moins. Et comme on est dans des situations un petit peu mal définies, c'est quelque chose qui est difficile de profiler. Donc nous, par exemple, on va utiliser des modèles mathématiques qui reposent sur des modèles de croyances transférables. Donc on va avoir des croyances sur les capacités de l'apprenant à savoir gérer ou non la situation. Et puis, on va faire des projections sur des situations qui peuvent être proches. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup à la formation, à l'entraînement, à des situations de dilemme ou de dissonance cognitive. Donc, je vais prendre des exemples. Un dilemme, c'est par exemple, donc un médecin doit faire un choix entre deux blessés qui ont exactement la même urgence et il peut en choisir qu'un seul. Et la dissonance cognitive, ça va être, par exemple, il va devoir prioriser entre un ennemi, par exemple, qui est plus gravement blessé, donc c'est celui qu'il doit choisir, mais en face, il va avoir un enfant qui est un peu moins gravement blessé. Donc normalement, il doit choisir l'ennemi. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de savoir qu'est-ce qui crée de la tension pour cet apprenant en particulier. Donc, par exemple, Christian, qui est médecin, lui, ça va être difficile de choisir quand va y avoir un enfant. Peut-être parce qu'il a des enfants, il est en théâtre d'opération extérieure, ses enfants lui manquent, etc. Donc, on va sentir une certaine tension. Donc, on peut utiliser des capteurs physiologiques pour essayer de détecter le stress. Et puis, pour Marie-Hélène, qui n'aime pas les enfants, ça ne sera pas un problème, elle choisira l'ennemi. Par contre, peut-être si elle a une personne âgée, et peut-être elle a perdu un grand-parent il n'y a pas longtemps, et donc c'est cette situation qui, elle, va la mettre sous tension. Et puis on a Spock, qui n'a pas d'émotion, et qui, lui, choisira toujours l'ennemi. Et puis, comme c'est des situations mal définies, en fait, peut-être qu'on va avoir des croyances contradictoires. Des fois, il va réussir, des fois, il ne va pas réussir. Et donc, ça va être des choses intéressantes à analyser après coup, et notamment en débriefing, pour essayer de savoir ce qui ne va pas. Et peut-être que c'est parce qu'on a mis un blessé avec un t-shirt rouge et que le t-shirt rouge évoque un épisode difficile sur cette personne. Et je voulais, si je peux encore, sur les limites, en fait. Donc, en fait, ce qui est difficile aussi, c'est que donc on va créer des scénarios qui peuvent être psychologiquement difficiles. Notamment, je pense, dans le domaine médical et militaire. La doctrine, c'est de ne pas aller jusqu'à la mort des patients. Et donc, quand on utilise des techniques d'intelligence artificielle, il va falloir pouvoir contrôler le scénario et que ça ne parte pas complètement en vrille. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'on a quand même certaines responsabilités. Donc, le formateur doit toujours être dans la boucle pour pouvoir éventuellement rattraper les scénarios. Les débriefings sont en effet intéressants. Et je voulais rebondir aussi sur d'autres choses qui ont été dites sur les responsabilités et les aspects effets secondaires, parce que je pense qu'on a quand même des responsabilités en tant que personnes qui allons mettre des gens en formation avec ces casques de réalité virtuelle dans le domaine de l'aviation, les pilotes qui sont sur les simulateurs. Pendant 2 heures après le simulateur, ils ne doivent pas reprendre leur voiture. Donc, quelle est notre responsabilité, en effet, si on met ces gens
plusieurs heures dans les casques de réalité virtuelle, parce que l'humain, il est capable de s'adapter et tout ça, mais on ne sait pas encore très bien en fait mesurer des effets qui vont être sur le long terme. Le mal du simulateur, c'est un des risques. Il y a d'autres risques, effectivement, le stress, la charge mentale, et puis peut-être, effectivement, vous évoquiez des scénarios compliqués qui vont faire penser à tel ou tel événement de sa vie et donc avoir un impact. Donc il y a peut-être les conséquences psychologiques pour les apprenants d'être mis dans telle ou telle situation. Ouais. Ça, c'est des risques réels et dont vous mesurez l'impact ? Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment mener des études pour vraiment essayer de comprendre tous ces effets. Parce qu'en plus, c'est cumulatif, quoi. C'est-à-dire que il peut y avoir du mal de simulateur, de la surcharge mentale, parce qu'on va leur demander des choses, de la fatigue visuelle. Et tout ça peut être lié. Et oui, des situations stressantes à gérer. Là, c'est choix, c'est prioriser. Comment ça se mesure ? Vous avez dit qu'il va falloir le mesurer. Concrètement, c'est compliqué à mesurer. Oui, alors c'est compliqué. Déjà, on peut mettre des capteurs. Donc, les études qui existent jusqu'à présent, il y a des gens qui disent, j'arrive à mesurer du stress parce qu'ils ont mesuré du stress. Il y a des gens qui disent, j'arrive à mesurer la charge mentale. Ils arrivent à mesurer parce qu'ils ont fait des études uniquement là-dessus. Mais en fait, il y a peu d'études qui ont essayé de distinguer en fait, ces problèmes. Et donc, c'est là que c'est difficile, c'est d'essayer de savoir vraiment de quoi ça vient. Et donc, parmi les stress aussi, je pense qu'il y a le technostress. Et je ne sais pas, là, j'ai entendu plusieurs fois peut-être des opérateurs étaient moins stressés peut-être que des ingénieurs ou dans les lycées techniques, ils étaient moins stressés aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué à la Fête de la Science aussi. Les collèges et lycéens qui viennent de milieux plutôt défavorisés sont très, très enthousiastes à l'utilisation de la réalité virtuelle. Et des collèges et lycées plus favorisés, ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de ne pas y arriver. Et je me dis que quand on est ingénieur, peut-être si on ne sait pas utiliser le truc, ça va être la honte. En tout cas, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il faudrait s'adapter à chaque apprenant et personnaliser. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir partagé vos témoignages, pour vos expertises aussi diverses que complémentaires et passionnantes. Et je propose, comme tout à l'heure, de faire circuler le micro pour qu'on puisse collecter des questions. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. Ma question s'adresse à M. Defianas. Et vous avez dit que vous avez constaté un 30% des gains de temps et un 30% d'autonomie. Donc, je voudrais savoir quels outils avez-vous mis en place justement pour évaluer cela ? En plus, c'est une mesure qui a été faite extrêmement récemment. Là, ça a été fait en décembre de l'année dernière sur l'usine de Mulhouse. Donc, on allait industrialiser un nouveau véhicule et donc on formait les opérateurs au montage de ce véhicule. On a utilisé, alors je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais bon, il faut quand même donner des noms. On a utilisé donc les outils de Microsoft comme Guides, par exemple, avec des HoloLens, donc les HoloLens V2. Je peux compléter un retour d'expérience sur la mesure des bénéfices de la réalité augmentée, par exemple. Ça a fait l'objet d'un programme de recherche avec les arts et métiers chez Safran, où on a fait un modèle qui, en fonction des paramètres, difficulté de la tâche à réaliser, du profil de la personne, etc., s'il est plutôt débutant, plutôt expert, etc., on a réussi à modéliser en fait le bénéfice à l'avance de telle ou telle solution. Et c'est important de le savoir. Et après, on vérifie avec l'expérience si c'est bien réalisé. Mais en soi, c'est une problématique. C'est un verrou scientifique qu'on n'avait pas vraiment adressé. Merci pour ce complément d'information. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Oui, allez, si je vous en prie. En attendant que, c'est toujours bien d'avoir un chauffeur de salle. En attendant à tous mes collègues, parce que ça m'intéressait beaucoup la fin de la discussion, notamment sur les risques potentiels. Oui. Alors, j'avais pas bien connaissance, effectivement, en plus de la dimension éventuellement
sociale des apprenants qui pouvaient influencer ce risque. Mais ça m'intéresse beaucoup et je voudrais savoir un peu votre avis, et notamment dans l'utilisation de la réalité virtuelle. Parce qu'en médecine, en tout cas, quand on utilise la simulation dite pleine échelle, le scénario est le suivant, on fait un petit briefing, et puis après, il y a des étudiants qui passent dans une situation simulée, dans une chambre, avec un simulateur qui ressemble vraiment à un corps, quelqu'un le fait parler derrière, etc. Et ils sont filmés, et d'autres les regardent. Et après, il y a un débriefing. Et c'est une situation tellement à haut risque, justement pour les apprenants, que voilà, on ne peut pas enseigner en simulation si on n'a pas une formation spécifique de formateur en simulation. Et tout le monde a entendu parler de situations catastrophiques, de gens qui démissionnent après 10 ans d'études, 2-3 années d'expérience pour une séance de simulation, tellement ils se sont mis en danger, dévalorisés, etc., au cours d'une séance de simulation qui manifestement a été mal organisée, justement, et mal. Est-ce que cette dimension-là, du coup, alors là j'ai l'impression que oui, mais est-ce que tout le monde... Dans l'utilisation de l'outil, c'est quelque chose qui est un peu pris en considération, la possibilité que ça entraîne à la fois des bénéfices extraordinaires, et la simulation en santé, c'est d'une puissance redoutable, mais aussi des risques pour les apprenants qui seraient mis dans des situations qui les rendraient en grande difficulté, quoi. C'est une super question, et je rejoins ce que Domiti disait, c'est qu'en fait, quand on utilise ce type de technologie, il y a un truc qui est extrêmement important, et c'est ce que tu évoques, c'est le design de l'expérience pédagogique et comment on gère en fait ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on projette l'apprenant dans une situation virtuelle, immersive, après voilà, peu importe un peu le type de techno, et finalement ça va se faire tout seul comme ça. Sur les risques d'hyperstimulation, etc., nous en fait on l'a intégré dès le départ. En gros, on a 30 minutes d'immersion dans les contextes que j'évoquais tout à l'heure. Mais à aucun moment, on ne livre ces 30 minutes d'immersion de manière monobloc dans le cadre d'une session de cours d'1h30 ou de 3 heures. On a designé l'expérience pédagogique dite de réalité virtuelle pour une session spécifique. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on envoie en immersion pendant 3, 4, 5 minutes. Le prof récupère pour accompagner l'apprenant dans la prise en main au début, puis après dans l'observation, puis chemin faisant dans des choses de plus en plus techniques ou pointues par rapport à la mise en situation. Mais du coup, on a ce découpage systématique par petites touches d'immersion, parce qu'effectivement, on ne mesure pas à quel point en fait, on a un sujet de charge mentale, d'hyperstimulation, de choses qui peuvent être dérangeantes. Alors c'est vrai que moi, dans mes contextes, j'ai moins ce côté complexité de la situation que ce qui est évoqué dans le domaine médical. Mais néanmoins, il y a déjà aussi le regard des autres, et on le voit bien, on n'est pas tous égaux finalement sur ce sujet des technologies, et c'est pas un sujet d'âge. Une fois encore, vous pouvez prendre des très jeunes, Gen Z, Millennials, etc. Vous prenez ce que vous voulez comme génération. Vous allez avoir des personnes qui peuvent être hyper à l'aise, et d'autres qui, au contraire, vont presque vouloir faire comme si ça n'existait pas, et surtout pas en entendre parler. Donc tout ça est extrêmement important, et je crois qu'une des réponses, c'est comment on design l'expérience pédagogique, et en ayant effectivement notre responsabilité de pédagogue, c'est-à-dire de cadrer ça pour éviter que ça devienne un truc traumatisant, sachant que, comme on donne à voir à notre cerveau, c'est comme si notre cerveau avait réellement vécu la chose. J'ai fait un cours sur les technologies immersives. Je démarre avec la scène de Matrix, pilule rouge ou pilule bleue. Et la question qu'il y a derrière ça, c'est en gros le mythe de Platon, le mythe de la caverne. C'est quoi la réalité ? Moi, j'ai vécu une expérience de réalité virtuelle. Je voyais un diplodocus en train de manger ses feuilles d'arbre. Je peux vous la décrire. C'était au tout début où j'explorais ces trucs-là. On est 6 ou 7 ans après, je peux encore vous la décrire comme si je l'avais vécu. Et on voit bien que les dinosaures sont plus là depuis un petit moment. Donc il ne faut pas faut pas jouer aux apprentis sorciers là-dedans. Et notre rôle, il est majeur. Et le design de l'expérience pédagogique, il est majeur aussi. Alors, je veux bien rebondir là-dessus. Par rapport notamment au risque de mettre des gens avec un casque pendant des grandes durées, en fait, pour notre part, comme on a des opérations à prendre, le cycle sur la chaîne, c'est à peu près 1 minute 30. Donc, on ne met jamais quelqu'un plus d'un quart d'heure avec un casque. Il l'enlève forcément au bout d'un quart d'heure. Donc, je ne sais pas si on a déjà atteint un problème médical à ce moment-là.
en tout cas, on essaye de limiter. Et si je compare, par exemple, vous pouvez visiter à Notre-Dame en ce moment une expérience de réalité virtuelle qui dure 45 minutes pour le grand public. Je l'ai faite, c'est absolument passionnant. Je ne sais pas si j'ai pris des risques pour ma santé, j'en sais strictement rien. Donc au moins, on essaye de limiter comme ça. Si j'en reviens à la notion de formation et de comment les gens prennent le stress de la formation, on a remarqué que nos opérateurs sont extrêmement moins stressés par la formation virtuelle parce qu'ils n'ont pas peur de casser une voiture, ils n'ont pas peur de casser un outil, ils n'ont pas peur de faire des bêtises réelles. Déjà, ça, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Et sinon, pour les gens qui refusent la réalité virtuelle, je vous mets au défi de prendre des très grands directeurs devant un large public et de leur mettre un casque sur la tête parce qu'ils vont avoir peur d'avoir l'air ridicule. Vous avez tous vu ces images quand on regarde pour la voiture, on se penche, on regarde, on est dans des postures. Je ne sais pas si elles sont, si elles sont dégradantes ou pas, mais ils ont cette impression-là et les autres les voient et ils ont peur de ça. Alors que c'est bien dommage parce qu'ils verraient certainement des choses qu'on voulait leur montrer qui, sans ça, ils n'auront pas vu. Je vais rebondir parce qu'on a exactement le même problème. Exactement. J'ai eu même un directeur dans 5 ans, en fait, on met des petites lunettes avec des petits billes, on dirait un petit martien. Il a refusé de le mettre. J'ai eu une directrice qui a refusé de mettre un casque parce que ça les décoiffe. Et nous, on n'a pas tout le problème, c'est pour ça qu'on a coupé. On a coupé. Et j'ai rebondi aussi dans la partie technique. C'est vrai qu'en réalité augmentée, moi aussi j'ai ce phénomène d'acceptation dans les usines. Mais dans la réalité virtuelle, j'ai trouvé des personnes, c'est plutôt au niveau technique. Quand on est dans un casque d'immersion, on est en train de tester un nouveau véhicule, nous on pose la question, est-ce que le menton gauche est l'intrusif par rapport à un piéton, voilà. Donc les techniciens, disons, on invite tout le monde, des directeurs, des ingénieurs, en fait on veut avoir une population assez large, mais j'ai des fois des techniciens qui finissent de voir la voiture donner son avis, ils posent les questions, ils s'adressent à moi, est-ce que j'ai bien répondu? Mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, tu es là juste pour voir un produit, mais on observe bien qu'il y a une population de techniciens qui ont vécu cette vie professionnelle un peu, je ne peux pas dire surveillée, mais ils sont toujours à justifier toutes ces actions. Et donc, je les retrouve. Et dans la réalité virtuelle, je vais finir encore sur le problème de santé. Nous, on travaille avec le CHSE, parce que quand je mets le casque sur la tête de quelqu'un, je dois même déjà vérifier s'il a bien déjeuné, s'il n'est pas stressé, si les petits camarades ne l'ont pas stressé avant, parce que combien de fois j'ai eu « Ah oui, attends, mes camarades, pour rigoler, ils ont dit que tu vas être malade comme un chien », et j'arrive avec des gens qui sont stressés déjà avant même de chausser le casque. Et donc, je dois travailler derrière pour les convaincre, ça va bien passer, je vais vous accompagner, etc. etc. Et dans les temps aussi, on a créé un protocole d'utilisation, ça veut dire pas plus de 20 minutes, parce que l'essence se transforme. Il y a une période d'adaptation, une période d'usage, et beaucoup de gens oublient qu'il y a une période d'atterrissage. Dans l'aviation, quand ils utilisent un simulateur qui n'est pas forcément immersif, c'est juste des écrans, s'ils passent 6 heures sur un simulateur, pendant 6 heures, ne peut pas prendre la voiture. Donc nos protocoles se relient bien, et donc pour nous, c'est la sécurité. Si j'ai un accident d'un collègue qui a pris un virage parce qu'il a eu un malaise à cause de la réalité virtuelle, c'est moi le responsable. Et il n'y a pas que ça. Il y aura des gens qui ont dit la réalité virtuelle, j'ai eu l'accident à cause de la réalité virtuelle. Et non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il y a une question là. Vous donnez la parole. Ok, je pose une autre question. Cette fois-ci, elle s'adresse à Madame Lourdeau.
C'est concernant justement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous connaissez l'utilisation de cette intelligence artificielle dans des cas, des dangers, par exemple, des risques, mais associés à des chantiers ou à des laboratoires? Alors, je connais des choses, oui, sur donc la sécurité, en fait. La sécurité, il y a des choses justement pour générer aussi des scénarios liés à la sécurité et essayer de mesurer, en fait, par rapport à des probabilités de survenue de certains risques et de pouvoir générer les scénarios en fonction de ce que les personnes font pour pouvoir bien, par exemple, faire des enchaînements en cascade de problèmes de risques. Donc, en effet, oui, c'est utilisé et ça s'appuie sur des méthodes type bayésienne et ce genre de choses. Analyse de risque humain, fiabilité humaine. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose à Véronique Favier de venir sur scène pour dire quelques mots afin de clôturer cet événement. Mais au préalable, je vous propose d'applaudir les intervenants. Je vais être très très brève. Je voulais tout d'abord faire des remerciements essentiellement. Donc remercier Ariane pour toute l'animation et tout le travail de préparation des 2 tables rondes de très grande qualité. Je voulais remercier tous les intervenants à ces tables rondes. Vous nous avez vraiment permis, aussi bien la première et la deuxième table ronde, d'ouvrir nos réflexions par vos témoignages, la présentation de nouveaux questionnements, d'autres approches. Et je pense que c'est très important, cette richesse, pour avancer aussi, nous, dans le projet Génie. Je voulais remercier toute l'équipe Génie, nos 120 contributeurs, et puis en particulier le chef d'orchestre quand même, qui est Sébastien Fernandez, là-bas, qui est à l'œuvre pour toute l'organisation du colloque et globalement de tout Génie. Je voulais également vous remercier, vous tous les participants. Donc au travers de la journée, j'ai vu des collègues aussi, pas mal de collègues de l'enseignement supérieur qui sont venus, certains donc qui travaillent aussi dans des projets d'MOS. Et c'est aussi une grande chance, ces projets d'MOS, parce qu'il y a beaucoup de partage qu'il y a entre les 17 projets, il y a quand même 17 projets d'MOS sur l'enseignement et le numérique. Donc voilà, je voulais également vous remercier de votre présence. Je voulais vous dire pour terminer, nous étions moins nombreux que prévu initialement. Donc il reste, la grande chance, c'est qu'il reste quelques milliardises et que vous êtes tous invités à en prendre en partant. Ils sont prêts là à la sortie. Voilà, donc on n'aura pas tout perdu. Et je voulais remercier également la régie là-haut pour son travail, et puis tous ceux qui sont connectés à distance. Voilà, on a eu quand même pas mal de suivi à distance. Vous dire que c'est enregistré, qu'on vous diffusera, si vous voulez revoir des moments de cette journée très riche. Voilà, merci à toutes et à tous.